Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au pavillon République du Conseil départemental de la Haute-Garonne. On est très heureux de vous accueillir dans le cadre de ces rencontres pour l'égalité. Alors, je suis Sandrine Fleureuse, je suis élue au Conseil départemental de la Haute-Garonne et j'ai le plaisir de m'occuper entre autres d'égalité et de lutte contre les discriminations. Je voudrais en commençant, saluer notre invitée d'honneur, Anne-Cécile Maillefer, de la Fondation des femmes, qui nous dira ce qu'elle fait à la Fondation des femmes et qui répondra aux questions de Jean-Luc. Je voudrais aussi saluer l'ensemble de mes collègues élus, Inès Goffre-Pedrosa, Nadia Bakiri, qui représente Carole Delga, qui est elle aussi élue au Conseil régional en charge des questions d'égalité, justement. Et vous me permettrez de saluer les associations qui vont participer à ce débat et que l'on a le plaisir de rencontrer tout au long de l'année dans l'ensemble des dispositifs et des actions que l'on met en place au Conseil départemental, parce que l'égalité, ce n'est pas qu'un jour, c'est toute l'année ici en Haute-Garonne. Donc, Femmes de papier, du côté des femmes, France Victime 31 et la PIAF. Et je salue toutes les autres associations et toutes celles et tous ceux qui œuvrent au quotidien pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Juste quelques éléments de contexte. Aujourd'hui, les chiffres des violences et des discriminations dont sont victimes les femmes sont toujours aussi importants et préoccupants, et ils n'ont eu de cesse de grimper pendant la crise sanitaire. Il faut dire que l'émergence des mouvements comme MeToo il y a quelques années, mais également l'engagement d'acteurs associatifs et militants comme la Fondation des femmes, fondée par notre invitée Anne-Cécile Maillefer, mettent en lumière cette terrible réalité des violences intrafamiliales ou sexuelles, des mutilations, de la prostitution et du harcèlement, mais aussi d'autres formes de violences tout aussi difficiles, dégradantes et parfois pernicieuses. Nous devons donc prendre conscience que l'égalité femmes-hommes constitue un principe inaliénable des droits humains. Rien, absolument rien, ne peut justifier qu'il soit bafoué. Tous les individus, quel que soit leur sexe, leur pays d'origine ou leur confession, doivent pouvoir vivre, travailler ou étudier sur le même pied d'égalité. Alors, en quelques mots, les actions du département, je dis en quelques mots parce qu'autrement, ça peut durer quelques heures et ce n'est pas l'objectif. Mais depuis 2015, le Conseil départemental a toujours combattu toutes les formes de discrimination en coopération, et on a renforcé nos coopérations avec les partenaires associatifs. La volonté et la détermination des élus du Conseil départemental de la Haute-Garonne est de mener et de défendre des politiques qui placent la citoyenneté, les valeurs de la République et l'égalité femmes-hommes au cœur de l'ensemble de nos actions publiques. En 2019, le Conseil départemental a adopté le plan départemental pour l'égalité, qui place ainsi l'égalité femmes-hommes au centre de nos pratiques et de nos priorités politiques. Parce que certes, parler d'égalité femmes-hommes et de demander aux autres de la mettre en œuvre en collaborant, c'est une bonne chose, mais il était important que nous puissions montrer l'exemple et que ce plan départemental pour l'égalité, nous l'appliquions et nous y travaillons en interne avec nos 7000 collaborateurs. Il faut d'abord montrer l'exemple pour pouvoir expliquer aux autres ce qu'on a envie de faire. En 2020, un budget de 6,8 millions d'euros est consacré à la prévention et à la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un engagement fort du Conseil départemental de la Haute-Garonne. En décembre dernier, nous avons, le 13 décembre exactement, créé l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes, qui est bien sûr copiloté avec la préfecture, la justice, la police, avec de nombreux partenaires institutionnels et associatifs, dont certains sont là ce soir, et je les salue à nouveau. Cette structure, elle permet de coordonner les actions menées par les services du Conseil départemental, et je salue l'ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs qui travaillent sur cet observatoire et ceux qui travaillent à la mission égalité, parce que sans eux,
rien ne serait possible. Donc cette structure, elle permet de coordonner les actions menées par les services du conseil départemental, par l'ensemble des acteurs, pour qu'il y ait une politique publique à la fois partenariale, bien évidemment, mais surtout active, lisible et transversale, que les synergies sur ce département puissent se déployer de manière optimale, parce qu'il faut bien l'énergie de tous pour que ça fonctionne. Cet observatoire départemental des violences se fixe plusieurs objectifs. D'abord, développer, comme son nom l'indique, observer, et donc développer et partager la connaissance sur les violences faites aux femmes, qu'on soit bien tous d'accord sur le diagnostic et sur ce qui se passe sur nos territoires. Expérimenter et soutenir le développement de dispositifs de protection, et on en parlera. Le premier observatoire qui a été créé en Seine-Saint-Denis a permis après de transformer des actions et des dispositifs en loi. Et c'est ce qui est intéressant, c'est de pouvoir transférer ce qui se passe de positif sur les territoires sur le territoire national. Et c'est notre objectif, notamment avec la prise en charge des victimes et de leurs enfants. Et puis, un objectif majeur que nous avons discuté au dernier comité de pilotage, c'est de renforcer la professionnalisation et la sensibilisation des acteurs et du grand public. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'il y ait une culture commune de l'ensemble des acteurs pour que l'on puisse parler le même langage et utiliser les outils de la même manière pour qu'ils soient opérationnels, actifs et efficaces. Donc ça va permettre, vous l'avez compris, de structurer un partenariat solide avec tous les acteurs de ce territoire départemental, acteurs locaux de lutte contre les violences et les vulnérabilités. Et les acteurs sont nombreux, les services de l'État, les services de justice, de police, de gendarmerie, comment on prend une plainte, ce qu'on en fait après, ce que l'on dit aux femmes, les acteurs de la santé, bien évidemment, pour prendre en charge, pour accompagner, CHU, l'ARS, de l'hébergement, et on a aussi les questions du logement qui se posent pour celles qui sont victimes et qui doivent quitter, bien évidemment, le domicile conjugal. Et puis toutes les associations expertes et soutenues par le département, et je l'ai dit, beaucoup sont là ce soir. Donc voilà, en quelques mots, je voulais vous dire que vous pouvez être assuré de l'engagement du département face aux discriminations, face aux violences faites aux femmes. Le conseil départemental est et sera particulièrement engagé dans des politiques volontaristes, pas uniquement, vous l'avez compris, dans des discours, mais dans des actes, et continuera à mener ce combat pour l'égalité et contre l'ensemble de toutes les discriminations dont les femmes sont victimes, parce que c'est une bataille juste et nécessaire. Merci beaucoup. Merci Sandrine Flourès, merci à toutes et toutes d'être avec nous ce soir. Je vais me tourner dans un instant vers Anne-Cécile Maillefer. Juste quand même peut-être pour vous expliquer pourquoi il y a 3 chaises là. Elles sont destinées à 3 invités qui vont nous rejoindre dans un petit moment. On va commencer par un petit échange avec Anne-Cécile et ensuite nous serons rejoints par 3 représentantes d'associations qui œuvrent au quotidien, celles que Sandrine Flourès a citées, ou parmi celles que Sandrine a citées tout à l'heure, avec France Victime 31, Femmes de Papier, et du côté des femmes, je crois que j'en oublie une, qui serait la PIAF, voilà. Et voilà, donc dans quelques minutes, nous allons être rejoints par ces représentantes que je présenterai un peu plus précisément. Anne-Cécile Maillefer, merci. C'est un plaisir d'être avec vous. Nous vous remercions, y compris parce que vous arrivez dans un temps très contraint. Vous nous quittez dès la fin de cette soirée pour reprendre un avion en direction de Paris et nous livrer, c'est 7h30, c'est ça, demain matin, une chronique dont vous avez essayé. Pardon ? 7h20. 7h20, voilà, donc encore plus tôt. Voilà une chronique que vous avez partiellement écrite tout à l'heure et qui va certainement, je pense, se terminer dans l'avion. Anne-Cécile, vous êtes présidente, fondatrice de la Fondation des femmes, que vous avez fondée en 2016. Je pense qu'on va largement en parler dans la soirée. Vous êtes connue pour être une militante féministe au sein de différentes associations. Vous avez débuté, on va dire, ce parcours, j'ai envie de dire associatif et pas militant, parce que je crois que militantisme, c'est venu bien plus tôt, au
auprès du mouvement d'Uni, vous avez pris des responsabilités auprès de femmes en situation de précarité, de prostitution, de violences physiques, enfin victimes de violences physiques, sexuelles, psychologiques et économiques. En 2011, vous poursuivez cet engagement avec l'association Oser le féministe, dont vous avez été la porte-parole puis la présidente. Vous militez activement pour la loi d'abolition de la prostitution en France. Et enfin, en mars 2016, je l'ai dit tout à l'heure, vous créez la Fondation des femmes sous l'égide de la Fondation de la Fondation de France. Quelques mots peut-être sur la Fondation des femmes pour nous. Oui. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. D'ailleurs, je suis extrêmement bien reçue. Je suis très contente d'être là. La Fondation des femmes, c'est devenu la fondation de référence en France pour les droits des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on récolte des fonds. On récolte aussi d'autres types de moyens qui ne sont pas financiers, par exemple des avocats, du bénévolat d'avocats ou d'autres types de soutien plus matériel. Et on va le redistribuer aux associations qui en ont besoin partout en France, via, en ce qui concerne l'argent qu'on redistribue, via des appels à projets. Et on a aussi d'autres formes de soutien pour les associations dans des moments plus d'urgence, comme ça a été le cas pendant les différents confinements et déconfinements de la période Covid, où on a, là on s'est mis à payer des nuitées hôtelières pour les associations partout en France. Et on a comme ça augmenté de 7% la capacité d'accueil pour les femmes victimes de violences en France en 2020. Donc 7% des nuitées en 2020, c'était des nuitées Fondation des femmes, payées grâce au soutien des gens qui nous avaient fait des dons en 2020. Voilà, donc on fait ça par exemple. Et on a fait récemment, peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont venus nous voir, on a fait le train pour l'égalité qui a parcouru la France fin février, début mars, et on était le 2 mars, je crois, si je me souviens bien, à Toulouse, avec donc des Toulousains, Toulousaines et Haute-Garonne, et des associations aussi qui sont là, certaines d'entre elles. On était là pour faire un grand moment de rencontres et d'expositions et de conférences aussi sur le sujet de l'égalité. Merci. Je vais rajouter pour les titres honorifiques que vous êtes nommée chevalière des arts et lettres depuis 2020, c'est ça ? Oui, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais chevalière, c'est cool. Voilà. Bon, j'ai trouvé quand même que c'était bien de Mon fils est très fier que sa maman soit chevalière. Je crois qu'il n'a pas compris le reste, mais voilà. Voilà, et vous êtes autrice de plusieurs ouvrages. On a convenu ensemble de ne pas les citer tous. On va en aborder certains, d'ailleurs, dès la première question que je vais vous poser. Tout simplement parce que vous avez, au fond de cette salle, avec nos partenaires de Ombre Blanche, les ouvrages rédigés et publiés par Anne-Cécile, d'une part, et avec la Fondation de France, d'autre part. Donc, vous aurez la possibilité de découvrir. Voilà, Anne-Cécile, vous avez publié en 2017 « Tu seras une femme, guide féministe pour ma nièce et ses amis ». Pourquoi ce livre ? J'ai vraiment une nièce. Et je me suis vraiment posé cette question à ce moment-là, de me dire, elle allait avoir 16 ans, ou elle venait d'avoir 16 ans. Et je me souvenais qu'en fait, moi, c'était à peu près vers ces âges-là que j'avais commencé à sentir de manière plus crue encore. Chacune, on a des moments dans la vie où on s'aperçoit des choses. Et j'avais ressenti à ce moment-là de manière beaucoup plus crue tout ce qui est harcèlement de rue et entre autres formes de violence. Et voilà, c'est un peu, pour moi, c'est un peu l'âge où on bascule dans le fait d'être une femme et que ça génère donc dans le regard des autres des choses. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire à ma nièce qui vient d'avoir 16 ans ? Parce que c'est trop cool en même temps d'avoir 16 ans, c'est génial, l'adolescence ça peut être tellement fabuleux quoi. Et en même temps c'est aussi le moment où en devenant femme on se rend compte aussi de ce que ça veut dire être femme dans le regard des autres et surtout dans le regard des hommes. Et donc j'avais besoin de lui dire des trucs mais c'était compliqué, alors il fallait que ce soit plutôt un peu plus qu'une simple lettre. Et donc c'est devenu un petit livre où j'essaye de ne pas être dramatique non plus, de dire les choses comme elles le sont. Et donc des fois les femmes ont plus de risques quand même que les hommes de vivre un certain nombre de violences et sexuelles en particulier, mais c'est aussi fabuleux quoi. Et donc je voulais et c'est devenu ça, le guide féministe pour ma nièce et ses amis. Donc il y a des petits conseils et j'essaye d'aborder ces sujets de manière un peu transverse. C'était aussi, je trouvais que ça manquait un peu à un livre où il y avait accessible à tous, qui parle à la fois des sujets d'égalité professionnelle, des sujets de répartition des tâches, des sujets de violence, tout ça dans un seul petit ouvrage qui permet de faire un peu le tour de la question rapidement. Voilà. Alors il y a deux questions qui se posent à moi
suite à votre exposé. La première, c'est que vous exposez que le genre est une construction, une invention culturelle à partir de stéréotypes construits socialement. Je pense vous citer à peu près mot à mot. C'est quoi être une femme alors? Je sais pas. Non, franchement, je sais pas. En fait, ma manière de voir les choses, c'est que être une femme, c'est pour moi surtout une catégorie qui est construite socialement. Des représentations, donc on met les gens dans des cases, et donc on met les gens en fonction de leur sexe, de leur genre, dans des cases. Ces cases, c'est des boîtes, c'est le genre, et c'est vrai que souvent on va se rendre compte que aucun ou aucune d'entre nous ne correspond parfaitement en fait au genre, puisque ce sont des catégories qui nous sont imposées de manière complètement artificielle. Et donc, ce que je dirais que moi, qu'est-ce que c'est qu'être une femme en général, je ne sais pas. En fait, on est toutes différentes. On a toutes des opinions, des avis, des personnalités. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les femmes ont un vécu partagé, ont une propension beaucoup plus forte à vivre un certain nombre de choses qui ne sont pas justes. Et ça, c'est parce qu'elles sont femmes. Donc le genre féminin, pour moi, c'est une construction sociale, et c'est aussi un rapport vis-à-vis au genre masculin, un rapport qui est malheureusement qui est empreint d'inégalité, de discrimination. Et moi, c'est vrai que je vois les choses comme ça. Mais ça peut aussi être une identité. Mais là, pour le moment, j'aborde plutôt le côté construction sociale du genre. Ce qui nous amène à la question, on va dire, du féminisme. Vous expliquez vouloir inviter les lecteurs à changer de lunettes et à chausser des lunettes féministes. Comment est-ce qu'on voit le monde quand on est féministe? En violet. C'est Purple Day. Oui, non, violet, c'est la couleur du féminisme. Pour ça, il y en a peut-être qui le savent là. Parce que rose et bleu, ça fait du violet. Donc, violet, c'est la couleur du féminisme. Non, en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où on se rend compte qu'en fait, on a tous et toutes des a priori sur ce qu'est être un homme et ce qu'est être une femme, et que ces a priori, ils sont d'ailleurs, ils sont pas favorables. Enfin, ils sont favorables à personne. En fait, même les hommes, ils sont très contraints par ces boîtes-là, par ces genres. Et surtout, ça pèse beaucoup sur les femmes, ça les empêche de beaucoup de choses. Ça leur permet certaines choses, mais ça les empêche surtout de beaucoup de choses. Et donc, c'est vrai que chausser des lunettes féministes, c'est se rendre compte de ça. Donc, on passe par des phases un peu où on se déprime un peu, on se dit « Ah, mais merde !» Et puis, c'est aussi de l'espoir, le féminisme, parce qu'en fait, vu que le féminisme, c'est aussi dire... Nous sommes toutes et tous des humains, des humaines, nous sommes toutes et tous égaux, et en fait, il y a des constructions sociales, il y a de l'éducation, mais ça peut aussi être changé, ça n'est pas génétique. Nous, les femmes, on n'est pas éternellement condamnées à ça, et les hommes ne sont pas génétiquement des violents, et donc en fait, c'est possible de faire autrement, l'humanité peut faire autre chose, et il y a des pays qui montrent que c'est possible de faire autre chose, d'ailleurs, de faire différemment. Donc le féminisme, c'est à la fois... un peu ce côté assez sombre. Donc quand on met ses lunettes féministes, des fois on se dit ah là là, c'est la merde, et puis des fois on se dit mais c'est génial en fait, parce que le féminisme, c'est aussi des solutions. Le féminisme, c'est aussi de l'action, c'est aussi des associations qui font un travail incroyable, qui aident vraiment des femmes, qui s'en sortent vraiment. Donc voilà, c'est ça. Alors, je vais poser une question très très délicate. Anne-Cécile Maillefer, le féminisme aurait-il besoin des hommes? Spoiler, non. Alors, on n'a pas besoin des hommes, mais par contre, l'égalité, oui, a besoin des hommes. En fait, l'humanité, c'est des femmes et des hommes, et donc, évidemment qu'il faut que les femmes et les hommes ensemble, et il faut surtout que les hommes montrent l'exemple aux générations qui viennent. Il faut que les hommes aussi, ils ont absolument un rôle à jouer dans l'égalité, puisque quand même, souvent, c'est des comportements masculins qui ne vont pas, et qui font qu'on se retrouve dans ces situations-là. Donc, les hommes ont un rôle extrêmement important à jouer. Mais par contre, c'est sûr qu'on n'a pas le même rôle à jouer dans le féminisme, qui est plutôt un mouvement d'émancipation pour les femmes, un mouvement de conquête des droits. Et donc c'est sûr que dans ce mouvement-là, c'est très important que les femmes, elles dictent elles-mêmes quel est leur agenda, qu'elles dictent elles-mêmes quel est leur vécu, que ce soit leurs mots et que ce soit leur vécu qui soit évidemment en premier dans cette lutte. Mais en tout cas, et donc c'est pour ça que je dis dans le féminisme, on n'a pas besoin des hommes, on se débrouille toute seule.
Mais donc ne nous libérons pas, ne nous libérez pas, on s'en charge. Mais par contre, évidemment que la société, l'humanité, c'est des femmes et des hommes. Donc évidemment qu'il faut quand même qu'on s'en dépatouille ensemble et que les hommes bougent aussi. Alors, cette question était une prise de risque puisque on en a parlé cet après-midi et que vous m'avez déjà fait prise la réponse. Prise de risque limitée. Mais je l'ai fait quand même. Voilà. Vous parlez de conquête, donc effectivement dans l'idée de féminisme, il y a cette notion revendicative, bien entendu, cette dimension revendicative. Le combat féministe est de plus en plus présent dans le débat public depuis quelques années, tant mieux. Pour autant, de nombreuses militantes témoignent d'insultes, voire de violences au quotidien. Vous en avez été vous-même victime. Donc le féminisme continue de déranger, de véhiculer une image négative. Pourquoi, selon vous ? Parce que y a des gens qui préfèrent que ça reste comme c'était avant, et donc c'est tous les mouvements d'émancipation, tous les mouvements. En fait, c'est pas que le féminisme. On a aussi, on peut avoir des responsables syndicaux caricaturés, les luttes diverses et variées, ou même des luttes écologistes caricaturées également. C'est vrai que la lutte féministe, ce que moi je trouve rigolo, c'est que en fait, à chaque fois, à chaque étape de grands mouvements, comme donc les suffragettes, puis à la fin du 19e, début du 20e, puis ensuite les militantes féministes des années 70, et puis maintenant, à chaque grande avancée militante, on a à chaque fois les mêmes caricatures voilà, on dit que ce sont des femmes qui mettent à mal la société, qui veulent émasculer les hommes, qui mettent à mal la famille, etc. Et là, le discours qu'on entend d'ailleurs aujourd'hui, c'est que les féministes d'avant, elles étaient vachement mieux, alors qu'en fait, il y a 30 ans, on disait la même chose que sur les féministes d'aujourd'hui. Donc voilà, après, nous, on sait que quand il y a étant donné qu'on bouscule l'ordre établi, qu'on demande à un certain nombre de personnes de se remettre en question, forcément, il y en a qui n'aiment pas trop ça, et donc ils préfèrent, en décrédibilisant la personne qui porte le message, ils décrédibilisent ainsi le message. Donc c'est des techniques classiques, en fait, pour ne pas avoir à entendre ce qu'on dit, de nous décrédibiliser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, sur le harcèlement, tout ça ? Tu veux que je parle de ça ? Vous avez une parole libre, donc... Oui, alors c'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est à la fois un formidable moyen d'expression et de rencontre entre femmes, entre féministes, entre militants et militantes, mais c'est aussi un lieu où s'exerce une grande violence. Et beaucoup de féministes aujourd'hui font souvent des pauses réseaux sociaux. Donc ça, c'est quand même quelque chose à avoir en tête, parce que c'est quand même, il y a une telle violence qu'il y a des personnes qui pourtant sont super courageuses, super fortes, qui prennent souvent la parole et qui vont dire en fait là je peux plus, je me fais trop insulter, je me fais trop menacer, et en fait ça m'atteint tellement gravement qu'il faut que je coupe les réseaux sociaux pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y en a qui se retirent. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est des propos, des menaces qui vont atteindre les personnes et les réduire au silence, puisque si elles se retirent des réseaux, elles ne parlent plus, elles vont parler à un entourage plus restreint. Et c'est quand même grave, quoi. Moi, c'est vrai que j'en ai fait les frais en 2015. C'était des médecins qui m'avaient cyberharcelé. Vous avez une riposte. Oui, c'était. En fait, j'avais critiqué une fresque dans un hôpital, dans le CHU d'un hôpital public, dans une salle de garde, qui représentait un viol collectif, le viol collectif de la ministre de la Santé de l'époque, qui portait une réforme qui ne leur plaisait pas, et donc elle était multipénétrée par des super-héros. Donc c'était un viol collectif, voilà. Et donc logiquement, moi étant porte-parole d'Oser le féminisme, j'avais fait un communiqué de presse qui disait que c'était pas possible, quoi, de faire ça. C'est pas bien. Voilà, ça me paraît, rien de. Mais bon. Donc après, voilà, il y a une logique un peu de solidarité entre eux. Et donc ils ont trouvé mon numéro de téléphone, qu'ils ont publié, et ils ont appelé à me harceler. Donc j'ai eu des dizaines et des dizaines de médecins qui m'ont appelé sur mon téléphone en me menaçant, en me demandant de retirer mes propos. J'ai eu des photomontages de moi ligotée, nue, des insultes de sale pute, sale cochonne. Voilà, enfin bref, c'est vraiment du harcèlement de base en fait, mais c'est vrai que là ce qui était fou, c'est que en fait c'était des médecins. Ils étaient tellement sûrs d'eux que j'avais même des messages téléphoniques vocaux, parce que j'avais éteint mon téléphone au bout d'un moment.
Et donc c'était je suis il y a des femmes aussi, Christine Machinette, psychiatre à Nice. Une psychiatre qui fait ça, quoi. Et bref, donc en tout cas c'était très violent. Bon, après j'ai porté plainte, ça les a calmés. Et ça a débouché d'ailleurs sur la première condamnation pour injure publique à raison du sexe. Donc on en a fait aussi une jurisprudence. Donc ça c'est le bon côté des choses. On a fait progresser le droit grâce à eux. Mais c'est vrai que ça a été quand même assez violent. Et que après je me suis un peu retirée aussi j'ai changé de mode après j'ai fait la Fondation des femmes, je suis moins c'est vrai qu'aujourd'hui je suis un petit peu un peu plus précautionneuse, on va dire. J'ai pas envie de me retrouver dans ce genre de choses, donc c'est vrai que même moi je modère un peu mes propos, ce que je devrais pas faire, mais voilà, j'ai pas envie de me réexposer à nouveau à de la violence comme ça. Alors, il y a beaucoup d'autres questions que j'ai envie de vous poser. Je vais réduire un peu pour qu'on puisse laisser de la place à la suite du débat. La question suivante n'est pas destinée à vous énerver sur le plan du féministe, mais votre propos sur la question précédente m'amène à ça. Il y a un monsieur qui s'appelle Emmanuel Todd qui a publié en janvier « Où en sont-elles ? Une esquisse de l'histoire des femmes ». Selon lui, on devrait y faire une troisième vague féministe, plus antagoniste que les précédentes. Il appelle ça le féminisme de ressentiment, avec l'idée que les femmes dominent idéologiquement et les hommes économiquement. Donc en gros, il passe du postulat de la domination masculine à celui de la domination féminine dans le domaine du changement culturel. Je ne peux pas résister au plaisir de vous demander quelle réaction ça vous amène. Ouais, je suis pas une très grande fan d'Emmanuel Todd, oui, ça, clairement. Je m'en doutais un petit peu. Non, mais en fait, ce qu'il dit dans son, donc c'est un livre. Bon, déjà c'est rigolo parce qu'il fait l'histoire des femmes. Il ne cite à aucun moment aucune grande historienne qui a déjà fait l'histoire des femmes. Il cite non plus donc il fait beaucoup de digressions sur la préhistoire. Il ne cite aucune grande préhistorienne qui a travaillé là-dessus. Il rejette tous les progrès des découvertes préhistoriennes sur le fait qu'il y a eu aussi des femmes chefs de guerre à la préhistoire. Il y a eu aussi des grandes chefs vikings. Il y a eu aussi tout ça n'existe pas. Donc on voit qu'en fait, il a fait là le choix de laisser tomber la rigueur scientifique pour suivre son instinct du moment qui est, dis donc, les féministes, elles vont vraiment trop loin. Grosse réflexion et avec des arguments qui sont des arguments qui sont très connus depuis 20 à 30 ans au Canada, qui s'appellent les arguments masculinistes. Des arguments qu'il reprend vraiment, il copie-colle, quoi. C'est vraiment d'importation étrangère complètement. Et alors qu'il reproche au féminisme d'être d'importation américaine, donc c'est ça qui est rigolo. Et il dit par exemple la preuve que les féministes, que le patriarcat n'existe pas et que en fait les femmes elles ont déjà tout gagné, c'est qu'elles sont plus diplômées que les hommes en France. Plus nombreuses à être diplômées. Voilà. Donc c'est vrai que quand on regarde la liste des pays où il y a des femmes plus diplômées que les hommes, il y a la France, mais je crois qu'elle est genre 50e et qu'en numéro 1, c'est le Qatar. Donc dans le genre d'argument qui démontre que les femmes ont vraiment gagné dans la société, je pense qu'on peut directement se dire que c'est peut-être pas le bon indicateur à suivre pour savoir si les femmes dans le pays ont vraiment une place de choix. En tout cas, c'est vrai que lui, mais comme d'autres, lui on ne savait pas encore qu'il était tout à fait comme ça, maintenant on le sait, mais il y a Finkielkraut, il y a aussi Zemmour, ils ont tous le même discours, c'est vraiment une réaction à un mouvement de progrès qui est très populaire d'ailleurs, puisque le féminisme est populaire, MeToo c'est un mouvement populaire, mais on a une réaction aussi qui prend ces contours-là d'hommes très sages, qui des grands intellectuels, qui pensent beaucoup, Alors effectivement, je vous ai dit que quand j'ai préparé cette question, en fait j'étais sur Google et je suis tombé sur une entrée qui était Emmanuel Todd, féminisme. Et comme c'est deux choses quand même qu'on a un petit peu de mal à voir côte à côte, j'ai cliqué et et donc je me suis dit c'est une question pour Anne-Cécile. Voilà. Non, mais moi ce que j'ai trouvé fou en tout cas, c'est qu'il sort un livre qui est basé sur aucune rigueur scientifique, aucune preuve matérielle, et comme je vous dis, des comparaisons qui ne... Et donc, il a fallu pendant 1 semaine ou 2 semaines de la sortie de son bouquin, j'imagine que vous en avez entendu parler, il fallait que toutes les féministes de France, toutes les femmes ou tout n'importe, se penchent sur son truc,
analyse ses arguments, mais qu'est-ce qu'il pense, mais pourquoi il pense ça. Alors que si jamais c'était un bouquin féministe qui sort, il n'y a pas autant de gens qui se penchent autour pour savoir ce qu'elle pense et pourquoi elle pense. Elle a peut-être un petit problème de Non, enfin là, donc voilà. Moi, c'était aussi ça que j'avais trouvé fou dans la sortie du livre, et ça montrait bien que le patriarcat était encore bien vivant. C'est qu'en fait, il y a eu tout un truc autour de son bouquin complètement fou, quoi. Alors que vraiment, même sur le fond, ça manque beaucoup de rigueur et de propos novateurs. Enfin. Alors, dernière question avant que nous soyons rejoints par nos autres invités. On pourrait rester assez longtemps, je pense, sur ces sujets-là. On aurait beaucoup de choses à se dire. On approche de la présidentielle 2022, ça n'échappe à personne. Il y a, à ma connaissance, 7 associations féministes qui interpellent en ce moment ou interpeller les candidats et qui proposent un plan d'urgence pour l'égalité. Quels sont les enjeux et les grandes questions du combat féministe aujourd'hui ? Alors, donc dans ces associations, il y a certaines qui sont représentées ici. Il y a la Fédération nationale Solidarité Femmes, le Planning familial, les centres d'information des droits des femmes et des familles, la Fondation des femmes, entre autres. Et on a construit un plan de 10 mesures qui nous paraissent les plus urgentes. Donc, ce n'est pas les seules à faire, mais c'est les plus urgentes à faire dans les 100 premiers jours. Parce que donc on a dit, nous on a fait double challenge. 1, il y a 10 trucs à faire, et 2, vous avez 100 jours pour le faire. Donc voilà. Mais oui, mais parce que l'égalité, il y en a marre, quoi. À un moment donné, il faut le faire. Donc voilà. Donc dans les 10 mesures, il y a des mesures qui concernent les violences faites aux femmes, avec un budget. Il faut mettre un budget conséquent, il faut arrêter de tourner autour du pot, il faut mettre 1 milliard sur les violences conjugales par an, point barre, voilà. 1 milliard, d'ailleurs, c'est ce que le gouvernement a dépensé en conseil, en consulting au cours du quinquennat, dans les cabinets de conseil, donc comme quoi ça se trouve. Alors, donc là, si vous me permettez, juste une parenthèse, quel est le montant que la Fondation des femmes, j'aimerais bien qu'on mette en parallèle. Oui. Mais on est très contente quand même, c'est bien. Non, on a levé en 5 ans et on a reversé en 5 ans, levé et reversé plus de 5 millions d'euros, 5,3 millions d'euros. Donc c'est déjà bien. Mais c'est sûr que la SPA lève 45 millions d'euros par an. Donc on est encore loin des petits chats. Mais on y croit. Et voilà. Et donc oui, et on est encore loin évidemment du milliard qu'il faut mettre sur la table. De toute façon, la Fondation des femmes n'est pas là pour suppléer au manquement de l'État. On est plutôt là pour le pousser à faire plus et aider les associations à se faire entendre. Donc c'est pour ça qu'on a fait ces 10 mesures et ce train pour l'égalité qui a parcouru la France. Et donc dans ces 10 mesures, il y a des choses à faire sur les violences, il y a des choses à faire sur l'égalité professionnelle, parce que ça s'est un peu passé, malgré le fait que les femmes ont été en première ligne pendant la pandémie, en fait, c'est un peu passé sous les radars. Et il y a des vrais sujets de revalorisation des emplois féminisés, qui est très important à faire, surtout que les plans de relance ont plutôt favorisé des secteurs masculinisés, pas masculins, c'est-à-dire les femmes peuvent tout à fait le faire, mais le fait est qu'aujourd'hui, par exemple, dans l'économie verte, il y a moins de 16% de femmes. Donc quand vous boostez cette économie, en fait, vous n'êtes pas en train de booster l'emploi des femmes, ni leur salaire. Et puis, on reprend aussi des sujets de diplomatie féministe, de clause de l'européenne la plus favorisée, et des sujets sur la santé des femmes, et l'éducation à la sexualité et au respect. Ça fait partie des gros angles morts du quinquennat. Il y a moins de 10% des élèves qui ont eu leurs 3 séances de formation par année à l'éducation à la sexualité, au respect, au consentement, aux droits sexuels et reproductifs. Et c'est vraiment un enjeu essentiel, parce que si on veut non pas juste réparer les violences, mais aussi les prévenir, il faut absolument qu'on travaille sur les générations aujourd'hui qui sont à l'école. Et malheureusement, on voit qu'il y a aussi la pornographie, par exemple, l'accès des mineurs à la pornographie nous inquiète beaucoup, parce que d'un côté, ils n'ont même pas ce qu'il faut à l'école pour se renseigner, et puis de l'autre côté, il y a un accès massif à une pornographie qui, en plus, est extrêmement violente, et une consommation très importante et jeune. Et donc ça nous inquiète pas mal. Voilà. Donc il y a des trucs à faire, plein. Et je pense que vous avez plein de propositions, effectivement. Alors, merci à nos autres invités qui n'osent pas rentrer, en fait, sur le plateau. Sinon, on va continuer de nous rejoindre. Merci de vous installer. Nous accueillons, par ordre, Aurélie Nat, qui représente l'association Promotion Initiative Femmes, la PIAF.
Voilà, alors peut-être que je fais juste le tour, puis chacun de vous prend le temps de nous expliquer peut-être un petit peu ce qui se passe. Par ordre d'arrivée, Delcy Langan, qui nous rejoint et qui représente 2 associations partenaires ce soir. La première, c'est l'association du côté des femmes. Il n'y a aucune hiérarchisation dans la présentation, il fallait que je commence par une. L'association du côté des femmes, vous menez des actions en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, contre les violences faites aux femmes, bien évidemment. Vous développez les accueils de jour, vous allez pouvoir nous parler justement de ces questions d'hébergement d'urgence, etc. Vous représentez également l'association Femmes de Papier, qui constitue un lieu d'accueil pour des femmes de victimes de violences, et qui a également, et c'est important que nous puissions en parler, l'objectif de lutter contre l'isolement des femmes en milieu rural. Voilà, je ne vais pas plus loin, vous allez nous exposer tout ça. Et eh bien, au bout de la rangée, Françoise Passuelo, donc merci d'être avec nous, directrice de l'association France Victimes 31, donc avec pour principales activités, bien entendu, l'aide aux victimes et l'accès aux droits, et qui va également pouvoir à nous parler de ces actions. Alors, la question qui est évidente pour chacune de vous, c'est est-ce que vous pouvez nous indiquer les grandes lignes d'activité, d'action de vos associations respectives et les priorités qui sont les vôtres? Oui, on peut... Alors, je représente aujourd'hui la PIAF, mais la PIAF est membre d'une fédération nationale qui s'appelle Solidarité Femmes et qui a été créée en 87 sous l'impulsion d'un réseau d'associations féministes qui avait créé des lieux d'accueil et d'hébergement pour des femmes victimes de violences conjugales, à des associations issues alors du mouvement féministe. Enfin, c'est agréable de pouvoir réemployer ce mot et qu'il soit redevenu une fierté et plus un mot difficile à entendre, comme ça a été le cas jusqu'à ces récentes dernières années. Donc ce réseau, la Fédération Solidarité Femmes, c'est un réseau qui est composé de 73 associations, dont la PIAF fait partie, et du côté des femmes de Muret, femmes de papier à Saint-Gaudens également. Donc ce réseau, cette fédération, elle gère le numéro d'écoute 3919, donc qui est le numéro d'écoute national en direction des femmes victimes de violences conjugales. Et c'est aussi un observatoire formidable de la situation des violences, la situation des femmes victimes de violences sur l'ensemble du territoire, puisque voilà, il y a une grande implantation sur le terrain avec nos 73 associations. Et on est également force d'interpellation des pouvoirs publics pour faire avancer cette question de la prise en charge des femmes victimes de violences voilà, à tous les niveaux. Et donc la PIAF, rapidement, donc on est une association qui est implantée à Toulouse depuis 1981. On est aujourd'hui un lieu d'accueil donc avec des permanences où les femmes peuvent venir nous rencontrer. Des femmes qui viennent nous voir, c'est à peu près 1 millier de femmes chaque année pour un premier accueil. Elles viennent nous voir à tout moment de leur parcours, c'est-à-dire aussi bien des femmes qui viennent réfléchir avec nous à ce qu'elles vivent dans leur couple et qui n'emploient pas forcément le mot violence. Des femmes qui viennent pour préparer un départ du domicile voilà, dans des conditions qui sont souvent encore aujourd'hui difficiles. Des femmes qui viennent des années après la séparation parce que les violences perdurent autour des droits de garde et d'hébergement des enfants. Voilà, donc c'est cette action-là, et on est également un lieu d'hébergement, donc on a 64 places pour femmes seules et femmes avec enfants, voilà. Et beaucoup d'actions collectives autour de la citoyenneté, parce que cette façon-là d'aborder la question des violences, mais aussi de replacer les violences faites aux femmes dans quelque chose de plus large qui est, vous en parliez, hein, la question des relations hommes-femmes dans la société et des inégalités que vivent encore les femmes. Voilà, c'est un axe important et qui permet aux femmes de sortir des violences et de pouvoir reprendre une place de citoyenne, ce qui est notre plus grand objectif. Alors on va pouvoir revenir sur vos actions, mais peut-être au travers justement des problématiques, des enjeux, des parcours, etc. Delcy, pour l'association Femmes de Papier et du côté des femmes,
donc dans l'ordre qui vous convient. Le micro est ouvert, il n'y a pas de souci. Oui, donc bonsoir. Je représente ce soir les deux associations en ruralité et semi-urbanité. Donc du côté des femmes de Haute-Garonne qui a été créée le 8 mars 2003 sur la commune de Muret. Et ce soir, je représente également donc l'association Femmes de Papier qui a ouvert ses portes en 2005 sur Saint-Gaudens. Donc déjà vous dire que nos deux structures sont situées donc en zone rurale et semi-ruralité, semi-urbanité. Nous sommes des petites associations puisque pour du côté des femmes, ce sont des missions qui sont portées par 7 salariés, donc professionnels et formés sur les violences conjugales et violences faites aux femmes. Nous sommes des équipes pluridisciplinaires, tout autant pour Femmes de Papier à Saint-Gaudens. Elles sont 4 salariés. Donc les axes d'intervention de l'association, alors je pense que j'aurai l'occasion de détailler un peu plus tout ce qui concerne l'accueil de jour, puisqu'on est labellisé. On a des missions similaires du côté des femmes et Femmes de Papier avec 5 axes d'intervention. L'accueil, l'accompagnement, l'orientation de femmes victimes de violences, femmes victimes de violences conjugales en grosse proportion puisqu'on est à 85% dans nos chiffres communs. Nous intervenons également sur de l'hébergement d'urgence pour du côté des femmes depuis 2013. Les places Grenelle nous ont permis une extension de 4 places à 10 places et pour Femmes de Papier, ouvrir un hébergement depuis cette fin 2021. Nous avons également l'axe d'intervention de la prévention auprès des jeunes dans les établissements scolaires, primaires, collèges, lycées, CFA, et auprès des structures jeunesse sur nos territoires. C'est important, vous le soulignez tout à l'heure, sur toute la dimension éducation et la prévention des violences sexistes auprès des jeunes. Donc, autant Femmes de Papier qui a pu rencontrer 411, j'amène des chiffres, 411 jeunes qui ont été rencontrés en 2021, 739 pour l'association du côté des femmes cette année. Nous avons également comme axe d'intervention toutes les actions de sensibilisation grand public par des ciné-débats, des expositions, quand on peut porter un festival sur notre territoire, voilà, créer des espaces d'échange et de parole sur nos territoires pour que la question des violences faites aux femmes, des violences sexistes puissent se parler. Et enfin, des interventions de formation auprès des professionnels sur nos territoires professionnels. Donc on sensibilise ou on forme aux violences faites aux femmes, l'accompagnement, le comment agir. Et voilà, en tous les cas, pour cette année 2021, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais on est très honorés d'avoir pu travailler auprès des professionnels de santé sur notre territoire. Très bien, alors on va essayer d'avancer. Donc, Françoise Passuello pour France Victime. Et après, on va essayer de rentrer justement dans le vif du sujet. Donc rapide, j'entends le message. Le temps qu'il vous faudra, malgré tout. Non, mais donc France Victime 31, nous faisons aussi partie d'une fédération nationale qui existe depuis, je sais pas, nous 85, donc la Fédé, elle doit exister depuis 84, je crois. Et avec 133 associations sur le territoire. Nous sommes une association, alors nous ne faisons pas, en ça nous sommes complémentaires, nous ne faisons pas d'hébergement, etc., etc. Nous n'accueillons pas que des femmes, mais nous informons toutes les victimes d'infractions pénales, informées, accueillies, accompagnées, aidées, enfin, etc., etc., avec des juristes, des psychologues et des travailleurs sociaux. Il faut savoir que l'année dernière, nous avons reçu, excusez-moi, je jette un coup d'œil, je n'ai aucune mémoire des chiffres, l'année dernière, 7570 victimes, en tous les cas pour celles qui sont comptabilisées, on ne tient pas toujours les comptes très à jour, mais enfin, celles-là au moins c'est sûr, on les a eues, et il faut savoir que quand même sur ces 7500 et quelques victimes, 68% étaient des femmes.
hein. Donc, bien sûr, toute infraction confondue. Et évidemment que les femmes sont quand même... alors, je ne sais pas s'il faut dire des proies, mais enfin, en tous les cas, des personnes qui sont évidemment bien plus visées par la violence que les hommes. Et il faut savoir aussi que 48% de notre activité sont en fait l'aide et l'accompagnement des femmes victimes de violences, enfin des violences intrafamiliales. Alors, je sais que, est-ce que je fais la différence maintenant, sachant qu'on dit intrafamilial pour nous avec violence conjugale d'un côté, c'est-à-dire liée au couple, ex ou pas, enfin, ou couple, voilà, et familiale, c'est-à-dire en dehors d'un lien de couple, parce que nous avons aussi, malheureusement, des victimes, notamment mineures, mais qui ne sont pas dans le cadre du couple, c'est-à-dire des parents sur les enfants, l'inverse, et beaucoup, notamment, d'agressions sexuelles dans le cadre des procès aux assises. Voilà. Et alors, juste, je voudrais ajouter quelque chose. Ce qui fait aussi un petit peu la différence avec les autres associations, c'est que nous sommes très associés au parcours judiciaire et donc très en soutien de l'accompagnement des femmes tout le long du parcours judiciaire. Effectivement, ce mot de parcours, on va y revenir juste avant. Alors Françoise a pris les devants et c'est très bien. On n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer, mais on s'est compris, puisque il me semblait qu'il était nécessaire de faire deux précisions. Donc celle sur justement cette différence et cette précision de vocabulaire que l'on peut avoir dans nos représentations, tout simplement parce que tout le monde n'est pas familier de ce type de sujet, donc entre les violences intrafamiliales et les violences conjugales. Ensuite, moi il me paraissait, on est tous d'accord là-dessus, on parle de manière générique des violences faites aux femmes, mais peut-être que ça a tendance à estomper toutes les dimensions, toutes les déclinaisons. On a tous, quand on dit ça, l'image du type qui tape sur sa femme, voilà, on va le dire de manière très grossière, familière. Voilà. Or, la violence faite aux femmes, c'est loin de se réduire à ça. Donc, Anne-Cécile ou l'une de vous, je pense que c'est bien de faire brièvement, mais en même temps, voilà, d'exprimer les formes que peuvent prendre ces violences, qui ont été au passage qualifiés par l'ONU en 93, je crois. Oui, allez-y, Datsy. Concernant les différents types de violences, effectivement, on a à cœur d'expliquer justement dans la sensibilisation à faire que les violences sont des violences psychologiques, des violences verbales, des violences économiques, des violences administratives, avec la non-accessibilité à certains papiers qui pourraient permettre aux femmes d'entamer des démarches, par exemple. Je nommais les violences économiques. Il y a également les violences sexuelles qui sont très importantes et qui ont un axe aussi de plus en plus, en tous les cas, que nous repérons de plus en plus dans nos pratiques auprès des femmes. Et bien évidemment, oui, les violences gynécologiques liées aussi aux violences sexuelles et les violences physiques. Oui, les mutilations génitales, c'est ça Notamment, mais pas que. D'accord, bon. D'où l'importance, effectivement, de... Anne-Cécile, vous voulez compléter ou... Oui, alors il y a c'est vrai que peut-être juste pour compléter, c'est le fait qu'on voit les violences conjugales comme étant surtout quelque chose de physique. C'est vrai que ça nous empêche, je dis nous la société, mais c'est aussi beaucoup la justice, de voir qu'en fait les violences faites aux femmes sont souvent beaucoup plus insidieuses et c'est souvent une emprise ou un contrôle des femmes pour assurer une domination dans le couple. Donc ça peut prendre la forme de savoir où elle est tout le temps, les textos, la jalousie. C'est des choses, c'est-à-dire ça ne passe pas forcément par des coups physiques. Et c'est pour ça que parfois on peut dire on ne comprend pas pourquoi il l'a tué, il n'avait jamais été violent. Alors qu'en fait, en réalité, si on regarde bien, il y a souvent... s'il n'y a pas de la violence physique, il y a quand même souvent ce qui précède un féminicide, c'est souvent
toute une mise sous cloche, une forme de contrôle, d'emprisonnement en fait des femmes dans un quotidien où elles n'arrivent pas à s'en sortir, quoi. Et ça, il faut l'avoir en tête pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que les violences faites aux femmes et pour pouvoir lutter contre. Et ça m'évoque une situation encore d'une femme que j'avais au téléphone cet après-midi qui disait mais moi je vous appelais pas parce que je me considérais pas comme une victime. C'est-à-dire aussi le fait que quand les violences elles sont pas physiques, c'est plus difficile pour les femmes d'identifier qu'elles sont victimes de violences. Et puis on a l'image des femmes victimes de violences qui peuvent être des femmes soumises, des femmes prostrées, et les femmes victimes de violences elles sont aussi pleines de vie et elles ne se considèrent pas forcément comme des victimes. Tout l'intérêt du violentomètre. Voilà, et donc vous allez nous parler dans quelques instants. Alors, on ne va pas sonner de chiffres, on est tous d'accord là-dessus. Juste peut-être 2-3 choses en termes de volume pour quantifier quand même, parce que je crois que de temps en temps, il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. 54 800 victimes de violences sexuelles ont été enregistrées en 2020 par les services de police et de gendarmerie. Voilà. Parmi elles, 24 800 personnes enregistrées comme victimes de viol ou de tentatives de viol. 87% sont des femmes et plus d'une violence sur 4 a lieu dans le cadre familial. Anne-Cécile a porté cet après-midi 2 chiffres que je n'avais pas. Le 3 mars 2019, il y avait eu 30 féminicides. Alors, je vais faire attention à comment je le dis. À la même date, en 2021, un an après, c'est 17 féminicides. Donc il y a une baisse. Alors je ne sais pas qu'on peut l'attribuer. Alors c'est vrai que moi je suis très optimiste et j'ai tendance à m'accrocher un peu aux petites choses quand elles vont mieux. Je me dis il y a quelque chose qui est en train de bouger peut-être. Et même si sur les chiffres il faut être très précautionneuse et faire attention à ça, c'est sûr que l'année 2019 a été une année vraiment tristement record en termes de féminicide, puisqu'à la fin de l'année on était à 146, c'était énorme. Et c'est vrai que depuis... alors l'année 2020 d'abord, l'année 2021 s'est remontée un petit peu, et là a priori de ce qu'on commence à sentir sur 2022, le début d'année est un petit peu, alors ça reste horrible et il faut de toute façon lutter contre, hein, ne me faites pas dire ce que, voilà, mais c'est sûr que j'ai l'impression quand même que la pression qu'on a mise sur les pouvoirs publics fait que les pouvoirs publics agissent, réagissent, ou en tout cas l'ont mis plus qu'agir, parce que agissent pas complètement, ils font pas tout ce qu'il faudrait faire, mais en tout cas on sent que c'est un peu quand même une priorité et que c'est pas trop possible de faire sans. Et on voit que beaucoup d'acteurs locaux, même là le conseil départemental, c'est super qu'il y ait la création de cet observatoire local sur les violences faites aux femmes, et ce genre d'initiative est en train de se démultiplier. Et donc moi, je m'accroche à ça parce que je suis convaincue que les féminicides ne sont pas une fatalité. Et je sais, j'en suis sûre, que si on se mobilise, si on garde ça comme une priorité, si on met des moyens sur la table, si on se rencontre entre nous, si on parle des différents dossiers, si on suit les choses, s'il y a une meilleure coordination, s'il y a des innovations, je sais, c'est sûr que ça va bouger. Et donc là, c'est vrai que je m'accroche aussi un petit peu à ces chiffres qui sont moins pires qu'avant, en me disant, en fait, il y a peut-être quelques femmes qui ont été sauvées, parce que en fait, les policiers ont se sont peut-être dit oulala, il y a quand même un peu plus de médias sur notre dos, il faut qu'on soit un peu plus attention, il faut peut-être voilà, les associations ont eu un petit peu plus de moyens parfois, les acteurs locaux ont créé des plateformes de concertation qui ont peut-être, voilà, vous avez peut-être chacune aussi à votre manière ces quelques vies qui ont peut-être été sauvées, et ça veut dire que c'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est fini, ça veut dire que c'est possible. Oui, alors je vais confirmer ce que vous dites par rapport à la réaction aujourd'hui. Alors j'ai l'âge que j'ai, donc on voit que j'ai quelques heures de vol quand même, donc j'ai eu largement le temps en 30 ans d'expérience et d'aide aux victimes de voir l'évolution. Et vraiment, je pense que le Grenelle a été vraiment quelque chose d'important. Et en prise de conscience, je ne sais pas, en tous les cas, en termes de priorité, ça c'est évident. Et
Et évidemment, maintenant, puisque nous, on travaille très proche, encore une fois, de la justice, etc., avec les moyens de protection qui pourraient être améliorés, mais enfin qui sont là, et c'est bien, le téléphone grave danger, le bracelet anti-rapprochement, puisque nous sommes les associations référentes. Et en termes d'innovation, je vois par rapport à Toulouse, bon, maintenant, un décret passé, tant mieux, mais enfin, en 2019, on a mis ça en place pour le rappel des femmes dont le compagnon violent sort de prison. Enfin, sa peine va se terminer. Et franchement, l'année dernière, on l'a fait depuis 2019, l'année dernière, ça donnait lieu à 14 TGD, enfin téléphone grave danger attribués, 9 bracelets anti-rapprochement. Je me dis que peut-être quelque part, ces femmes-là, parce que lorsque les sortants de prison continuent à vouloir, ça fait peur quand même, hein, parce que ce sont souvent des gens séparés. Enfin, les violences sont graves hein, quand les gens sont séparés. Et voilà. Et donc, effectivement, il y a de plus en plus de possibilités de suivi. Les femmes ne sont pas lâchées sous prétexte que la décision est rendue. Vous voyez, enfin, il y a vraiment une avance. Enfin, au ras des pâquerettes, c'est-à-dire au quotidien, dans ce qu'on fait, moi je vois vraiment la différence. Alors peut-être justement pour que chacun puisse comprendre et suivre, est-ce qu'on peut brièvement, parce que le temps file, et j'aurais essayé qu'on aborde un peu tous les aspects, d'écrire de manière pour tout le monde comment se passent les choses quand une plainte est déposée, quel dispositif est déployé pour accompagner la victime. Oui. Quand il y a le constat plutôt d'une violence, puisque il y a le constat, la plainte ne vient pas. Alors nous, ce qu'on essaie de faire justement, c'est déjà de travailler avant la plainte. Alors avant la plainte, il y a souvent les associations, mais lorsque il y a avant une main courante, maintenant un procès-verbal de renseignement judiciaire, ou en tous les cas un appel 17, police secours qui intervient, pas d'interpellation. Pour X raisons, pas de plainte de madame. Déjà, là, ça nous paraît important de se manifester et de prendre contact avec les personnes et de dire, voyons, pourquoi, comment, est-ce que voilà, ce qu'on disait, les femmes, elles ont l'impression que ce n'est pas forcément de la violence. Si. Et du coup, on essaie d'intervenir. Nous sommes en commissariat, en gendarmerie, éventuellement pour les plaintes. La plainte, au jour d'aujourd'hui, il n'est plus question de pouvoir... faire un rangement vertical. Hein. Il y a 2 personnels au parquet, maintenant 2 procureurs chargés, à Toulouse, je parle que pour Toulouse, uniquement que des violences intrafamiliales. Enfin, vraiment, il y a un circuit qui s'est installé et qui est vraiment dans l'intérêt des femmes, hein, parce que c'est quand même principalement les victimes, bien sûr. Alors ça, c'est quand il y a plainte, effectivement. Il y a quand même, je pense, des choses auxquelles vous êtes confrontés. C'est la question de la double peine. Être victime, ne pas être écouté, donc j'hésite à porter plainte, j'ose pas. Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles on avance ? J'ose pas ou je ne suis pas bien reçu. Pardon ? J'ose pas ou je ne suis pas bien reçu. D'accord. Oui, parce que même s'il y a eu là aussi beaucoup d'améliorations, c'est quand même des choses qui existent encore. Alors, moi, tout l'intérêt d'être dans les services de police, c'est de pouvoir dire allô, madame s'est rendue à tel endroit, elle a été très mal reçue, et on fait remonter instantanément. Alors, moi, je n'ai aucune. Je suis très à l'aise avec la délation dans ces moments-là. Ça ne me gêne pas du tout. Non, mais parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Voilà. Il y a encore, c'est pour ça que vous avez le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire. Et dès qu'on regarde dans le détail, des acteurs locaux, en fait, on voit qu'il y a des choses qui progressent les associations font vraiment un travail incroyable. Et puis on voit aussi les manquements, quoi. Moi, j'ai constaté des trucs hallucinants. Par exemple, ça fait à peu près depuis le Grenelle, depuis 2019. Qu'on a des ministres, une ancienne ministre des droits des femmes qui dit grâce à moi, il y a la saisie automatique des armes pour les conjoints violents. Bon, il s'avère qu'ensuite, on a vu plusieurs féminicides avec des conjoints violents qui avaient toujours leurs armes à feu. Donc on a dit, on a tiré la sonnette d'alarme en disant il doit y avoir un truc qui marche pas là dans votre système. Et en fait, effectivement, ça marchait pas parce qu'en fait, ils n'ont pas un fichier d'auteurs de violents conjugaux. Et donc, ils peuvent pas le faire matcher avec le fichier des armes à feu. Donc en fait, on en est là.
ce fichier n'existe toujours pas depuis 2019. C'est un fichier qui n'existe pas, quoi. Et donc, ils ne peuvent pas le recouper avec l'autre. Donc, en fait, en vrai, même s'ils ont voté une loi qui dit confiscation des armes, en fait, ils ne peuvent pas le faire à cause d'un fichier. Un autre truc comme ça, c'est les plaintes à l'hôpital. Les plaintes à l'hôpital, c'est une vachement bonne idée, c'est de pouvoir dire, voilà, la dame, si elle est à l'hôpital, etc., c'est super, elle n'a pas besoin d'aller au commissariat, il y a un policier qui vient, qui prend sa plainte. Nous, on est ravis, on se dit, mais c'est génial, incroyable, généralisation du truc, waouh. En fait, dans généralisation de la possibilité pour un hôpital de faire une convention avec un commissariat. Donc là, il y en a 200 sur toute la France, sur les 1500 hôpitaux qui ont fait ça, donc il faut tomber dans le bon hôpital déjà, et ensuite, il faut que le commissariat ait un ordinateur portable. Et en fait, ils n'en ont pas. donc voilà, donc ils ne peuvent pas en fait aller prendre la plainte à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas un ordinateur portable sécurisé du ministère de l'Intérieur qui leur permet de prendre la plainte. Donc en fait, et ça, on en a des dizaines d'exemples. Donc à la fois, il y a une dynamique et surtout portée par des acteurs locaux qui est géniale et on voit qu'il y a envie. Et de l'autre côté, on voit qu'il y a c'est kafkaïen, quoi. C'est des trucs, mais complètement cons. Qui font que ça bloque, qui font que concrètement, il y a des femmes qui sont aujourd'hui en situation de très grave danger pour des trucs aberrants, quoi. On se dit, bah non, mais on n'a qu'à leur payer des ordinateurs aux flics. Je comptais bien qu'on arrive à la question du Grenelle, y compris parce que vous n'avez pas été très tendre avec eux. Non, mais Grenelle, nous, c'est nous qui l'avions proposé. On est content que ça ait lieu et on est contente pour la même raison de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même un avant et après en priorisation, en mobilisation des acteurs ensemble. Et les acteurs se sont vus, ont travaillé ensemble, et maintenant c'est un sujet un peu obligatoire. Donc on voit qu'il y a cette envie. Mais vu qu'il n'y a pas eu les moyens, et surtout que les dispositifs, ce que je disais sur les hôpitaux, ce que je disais sur les armes à feu, je peux vous le dire sur les bracelets anti-rapprochement, tous ces dispositifs, en fait, il y a des merdes dans les coins. Et en fait, comme ça n'est pas vraiment mis en place jusqu'au bout, suivi jusqu'au bout, qu'on n'a pas débloqué les moyens jusqu'au bout, et ben en fait, ça fait qu'on est resté à la moitié du chemin, quoi. Et c'est dommage. Et nous, on aurait souhaité qu'ils aillent plus loin, et on aurait souhaité aussi que ce qu'ils ont promis, ils le fassent vraiment jusqu'au bout. Alors Delcy, vous vouliez intervenir? C'était pour compléter, justement, un peu illustrer nos pratiques dans nos associations, de l'accompagnement à la préparation du dépôt de plainte. Parce que effectivement, nos associations intervenons à des niveaux différents. Et une grande majorité aussi des femmes qui viennent rencontrer nos associations, comme l'évoquait Aurélie et Nat à l'instant, les femmes peuvent venir vérifier en fait ce qu'elles vivent et attendre aussi de nos associations déjà en premier état de parler de leur quotidien pour aider un petit peu à décoder l'inacceptable ou ce qu'elles questionnent dans le quotidien. Donc déjà c'est une première étape et sur cette base-là, et c'est là tout l'intérêt aussi de tout ce maillage partenarial et de se connaître et de connaître les pratiques et rôles et limites des uns et des autres aussi pour pouvoir à notre niveau aussi orienter, expliquer le travail de certaines instances, certains dispositifs pour pouvoir aussi accompagner les femmes au mieux en protégeant la démarche aussi, en les sécurisant pour les accompagner jusqu'au service de gendarmerie où France Victime peut prendre le relais aussi, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être manquantes dans la remontée de ce qu'il y a à décrire au niveau d'une plainte. Voilà, c'était pour compléter un petit peu sur illustrer un petit peu le travail de nos associations le avant-plainte. Alors effectivement, puisque bon, il semblerait quand même que la tendance est à la libération de la parole. Enfin, il semble, vous avez peut-être infirmé ceci. Par contre, là, je suis à peu près certain de ce que je dis, c'est que l'écart entre le nombre de plaintes et celui des condamnations reste énorme, parce que ça, vous l'avez tout dit. Voilà. Anne-Cécile, dans 4 féminicides sur 10, les femmes ont porté plainte. Pour ces 4 féminicides, on peut faire quelque chose, ça c'est vous qui le dites. Enfin, voilà. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice travaillent sur un fichier national des auteurs de violences conjugales pour mieux partager les informations. C'est la réponse que vous attendiez ou... Alors oui, en fait sur les féminicides, bon, on ne peut pas forcément prévoir tout, hein, parce que c'est sûr que les hommes, les violents conjugaux sont
extrêmement imprévisible. Et il peut y avoir un pic de violence extrême qui n'était pas forcément facilement détectable. Donc voilà. Mais pour autant, c'est vrai que quand on voit qu'il y a 40% des femmes victimes de féminicide qui avaient porté plainte, on se dit quand même que là sur celles, les 6 sur 10 qui sont plus difficiles à détecter, on peut se dire, bon, on peut trouver un peu des excuses, mais sur les 4 sur 10, c'est vrai que moi je me dis, là, il faudrait qu'on soit impeccable, quoi, et que ce soit résiduel, la part d'entre elles. Si elles ont fait la démarche d'aller au commissariat, etc., en fait, il faut immédiatement les protéger. Et même si les violences, comme on le disait tout à l'heure, même si les violences ne sont pas facilement compréhensibles, parce que ce n'est pas forcément des coups, ça ne veut pas dire que monsieur ne peut pas ensuite commettre un meurtre, quoi. Donc ça c'est important à bien comprendre. Et sur le fichier, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est anecdotique, mais il faut le faire, évidemment qu'il faut le faire, mais je trouve ça dommage qu'on en soit à réclamer un fichier. Ça devrait être la base, en fait, il devrait y avoir des fichiers, il devrait y avoir une bonne communication. Il y a plein de trucs qui manquent, en fait. Le suivi, l'évaluation des politiques publiques n'existe pas, c'est-à-dire que nous, on s'est dépatouillé là pour savoir exactement il y avait combien de bracelets anti-rapprochement qui étaient déployés, auprès de qui, etc. Ça a été la croix et la bannière pour savoir. Mais parce que même au sein du ministère de la Justice, ils n'ont pas forcément ces remontées d'infos. On a découvert qu'en fait, il n'y en avait que 12 en présententiel. Donc c'est quand même pas pour vous expliquer ce que c'est le présententiel, c'est qu'en fait, le bracelet anti-rapprochement, il est intéressant dans une optique de protéger immédiatement madame, un petit peu comme le téléphone grave danger, avant même qu'elle porte plainte et qu'elle puisse se préparer, etc. Déjà, on écarte par mesure de précaution. On n'a pas encore jugé, parce que ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, on n'a pas encore jugé monsieur, mais en fait, directement, on présume, on se dit, on protège la dame. Il n'est peut-être pas coupable, mais on la protège. Voilà. Et ça, c'est un réflexe qui est très important parce qu'on sait en plus que c'est les femmes, lorsqu'elles prennent vraiment la décision de partir et de porter plainte, c'est là qu'elles sont le plus en danger. C'est dans les quelques semaines qui suivent le dépôt de plainte où elles sont vraiment très en danger. Donc, il faut immédiatement les sécuriser. Et donc, le bracelet anti-rapprochement, ça fait partie des outils qui pourraient être mobilisés pour s'assurer que monsieur est à l'écart et que monsieur respecte bien la distance de sécurité. Voilà, bon, en fait, les juges aux affaires familiales ont du mal avec ce dispositif, qu'ils ne comprennent pas bien, qu'ils associent un dispositif de privation de liberté, donc ils n'aiment pas trop le mettre. En plus, il faut que monsieur soit d'accord. Et puis, en plus, c'est un dispositif qui a encore pas mal de problématiques. Voilà, des fois, il ne marche pas bien, des fois, il sonne un peu n'importe quand, des fois, voilà. Mais ça, à nouveau, ça veut dire qu'il faut, et nous, c'est ce qu'on demande d'ailleurs dans les 10 mesures, on demande alors c'est un truc un peu technocrate, mais on demande une coordination nationale, un petit peu comme l'observatoire que vous avez fait peut-être, mais qui soit chargé du suivi aussi, qui suive en fait chaque dispositif. Est-ce que c'est bien appliqué partout ? Est-ce que ça marche ? Je sais pas, il faut peut-être se poser la question de savoir si ça marche. C'est comme les centres pour auteurs de violences conjugales. On ne sait pas si ça marche et on remet des millions chaque année, là, depuis 2 ans. On trouve que c'est à la mode. Mais il n'y a eu aucun suivi et évaluation de savoir si c'est efficace ou pas. Et voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est que les femmes soient protégées, que les violences cessent. Enfin, voilà. Donc, et c'est ça qu'il faut suivre comme indicateur, plus qu'un indicateur du nombre de mesures qu'on a politiques, qu'on a mis en place. C'est plutôt, OK, et tes mesures, est-ce qu'elles fonctionnent en fait. Donc voilà. Donc c'est un fichier auteur de violence, oui. Enfin, en fait, on s'en fout. Oui, OK, si ça marche. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Alors j'ai un rôle très peu sympathique sur le plateau puisque j'ai la maîtrise du temps, y compris si on ne veut pas avoir de soucis avec France Inter, parce que Anne-Cécile ne sera pas présente demain matin. Voilà, il y a 2 notions sur lesquelles je voudrais qu'on arrive pour pouvoir essayer d'aborder un petit peu tout ce qui nous semble. Voilà, c'est très vite. L'arsenal juridique pour autant s'est renforcé avec la loi du 30 juillet 2020 qui semble être donc visant à protéger les victimes de violences conjugales et qui a priori prend sa source dans le Grenelle précédemment évoqué. Elle consacre notamment cette notion d'emprise qui a été un peu évoquée quand vous avez développé les types finalement de violence. Est-ce qu'il y a encore besoin, selon vous toutes, de légiférer ou la problématique serait-elle plutôt un manque d'application de la loi ?
Ce qu'il faut savoir, c'est que ça continue à légiférer quand même. Il y a eu des décrets, etc., etc. Et notamment par rapport aux enfants, parce qu'on parle des femmes, mais il y a aussi tous les enfants présents dans les familles, les couples où il y a de la violence. Et là, ça légifère depuis, en tous les cas, fin d'année 2021 et début d'année, justement pour la prise en compte des enfants qui deviennent victimes à part entière. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas. Ils étaient témoins. Là, maintenant, ils sont considérés juridiquement parlant, en tous les cas, comme des victimes. Ça, c'est quand même une avancée importante. Il y a aussi la prise en compte de la non-représentation d'enfants lorsqu'elle est évoquée parce qu'il y a des violences, etc., etc. Enfin, il y a quand même une évolution qui est... Ça continue à légiférer, mais c'est sûr que, pour rejoindre ce que disait Anne-Cécile, par exemple par rapport au bar, c'est vrai qu'il y a des outils, mais bon, c'est vrai que ça serait bien qu'ils soient un peu plus performants parfois, parce que autant le téléphone grave danger, c'est un outil, enfin nous on l'évalue vraiment, c'est très aidant pour les femmes. Le bracelet anti-rapprochement, ça fait pas trop longtemps qu'on l'utilise non plus, mais bon, ça craint un peu, quoi. Je ne sais pas qui c'est qui a gagné le marché public, mais voilà, c'était peut-être dommage de prendre le moins 10 ans. Alors Aurélie et Delcy, je vous vois prête à bondir. Comme la prochaine question s'adresse à vous, je vous la pose et comme ça vous réagissez et vous basculez sur la question. Puisque il me semble intéressant quand même d'aborder la question de la reconnaissance juridique en tant que victime des femmes ayant subi des violences. Est-ce que c'est quelque chose qui est un passage essentiel dans le processus de reconstruction? Comment on travaille pour les aider à rester malgré tout actrices de leur vie, malgré ce statut de victime, alors que Anne-Cécile vient de nous expliquer que justement c'était le moment, ou Françoise, pardon, je ne sais plus, mais que c'était le moment où elles ont posé plainte, le moment le plus dangereux finalement. Donc comment en même temps on les accompagne sur ces moments-là pour les aider à rester actrices de ce parcours-là? Alors, ce que je voulais dire juste avant, c'était sur la question, le décalage qu'il peut y avoir entre la loi et l'application de la loi, parce qu'effectivement, l'arsenal juridique aujourd'hui, bon, bien sûr, il y a des améliorations toujours à apporter, mais il est quand même assez complet. C'est dans l'application de la loi que les choses pêchent et pêchent grandement. Et notamment, tu l'évoquais Françoise, autour de la question de la parentalité, on voit que c'est encore un des obstacles majeurs que les femmes rencontrent quand elles ont des enfants, c'est-à-dire autour de cette autorité parentale conjointe et des droits de visite et d'hébergement ou des droits de garde, s'exerce encore énormément de violence et les enfants sont encore un moyen pour l'auteur de violence d'exercer son contrôle et son emprise. Voilà. Et ça, alors vous l'évoquiez en introduction de la conférence, cette question de ce besoin de se créer une culture commune pour que tous les acteurs quel qu'il soit, que ce soit du côté de la justice ou du côté du social, prennent en compte qu'il s'agit bien d'une situation de violence conjugale et pas d'un conflit parental. Voilà. Il y a encore trop souvent cette lecture de c'est un conflit entre le père et la mère alors qu'il s'agit d'une situation de violence conjugale. Et tant qu'on n'aura pas outillé les professionnels à avoir cette lecture en termes de violence conjugale, on continuera de voir alors notamment des rendus de justice, mais du côté de la protection de l'enfance, il en est de même, des décisions qui sont prises et qui vont à l'encontre de la protection des enfants et des femmes. Voilà. Alors on avance d'un côté sur le fait de reconnaître enfin l'enfant comme étant lui-même victime de violence de la part de son père, alors même qu'il n'est pas toujours lui victime de violence directe, mais le fait d'être témoin de ces violences est une violence qui lui est faite. Mais malgré ça, paradoxalement, on continue à être dans cette injonction à la coparentalité au moment de la séparation. Et ce qui pose, semble-t-il, c'est peut-être le moment de l'aborder, la question de la dépendance économique, puisqu'effectivement, il y a la dépendance économique qui est avec, je pense, son pendant direct, qui est celui de l'hébergement d'urgence et ensuite de l'hébergement. Je ne sais pas laquelle de vous peut intervenir là-dessus. Après, je souhaitais compléter en fait par rapport à la question qui a été soulevée tout à l'heure. Donc à notre niveau, c'est que
Au niveau de la formation des professionnels, Aurélie nommait les professionnels du champ social, de la justice. Et je fais le lien avec ce qui se passe en ruralité et en semi-ruralité. Ce sont aussi les professionnels de santé. Étant donné que des études récentes, c'est vrai qu'on s'intéresse à ce qui se passe pour les femmes victimes de violences en ruralité, historiquement, on va dire, depuis peu. Quand même, des études sont assez récentes sur ce qui se passe en ruralité. Et on a pu se rendre compte que les premiers interlocuteurs pour les femmes qui sont dans la méconnaissance du droit ou une non-accessibilité à de l'information concernant le droit, elles vont plus facilement se tourner vers les professionnels du champ de la santé. Donc voilà, je voulais compléter sur cet aspect-là parce qu'en ruralité, c'est vraiment important et nous, on a un regard particulier et des attentes et dans les perspectives aussi de sensibiliser d'autant plus en ruralité les professionnels de santé, souvent premier interlocuteur ou interlocutrice des femmes. Aurélie, vous vouliez compléter ? Non, c'est sûr que la question que vous avez posée sur Sur la l'hébergement. dépendance économique d'abord. Alors, il y a bien sûr nos associations, elles sont énormément en lien avec les maisons des solidarités pour tout ce qui va concerner l'accès aux droits et l'accès aux droits sociaux. Donc, toutes nos associations, on travaille dans un partenariat qui est très très avec large. le conseil départemental. Voilà. Mais les maisons des solidarités, c'est un des partenaires privilégiés, bien sûr, dans cet accès aux droits. Et ensuite, vous parliez de l'hébergement d'urgence, où effectivement, on constate que malgré les avancées, il manque encore des moyens et des places pour vous donner un ordre d'idée. Alors, c'est pas sur l'hébergement d'urgence, c'est sur l'hébergement plus classique, on va dire, à plus long terme. Aujourd'hui, vous voyez, sur à peu près 400 demandes par an sur la plateforme. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a notre association La Piaf et l'association Olympe de Gouges, on gère le dispositif qui prend en compte les demandes d'hébergement pour les femmes victimes de violences sur le territoire. Et donc, c'est à peu près 400 demandes d'hébergement par an. Et le dispositif ne peut répondre qu'à un tiers de ces demandes. Voilà. Donc, disponible, c'est ça. Voilà. Donc, ça veut dire on voit qu'il y a un manque important de places d'hébergement. Et ensuite, après, c'est des choses un peu plus techniques, mais toute la chaîne du logement, voilà. C'est une des problématiques importantes, puisque les femmes, bien sûr, au moment de la séparation, il leur faut un toit pour pouvoir s'extraire des violences. Alors Françoise, et après je pense que Désy va nous parler des accueils de jour. jour. Alors c'était pas par rapport à l'hébergement, puisque nous n'avons pas de compétences sur cette matière, on renvoie évidemment vers nos partenaires. C'était sur la question précédente, sur le statut de victime. Alors déjà, je déteste ça. Parce qu'être victime n'est pas un statut. Peut-être, si je l'ai formulé comme ça, c'est une erreur. Non, mais c'est plutôt l'État. Par contre, est-ce que la reconnaissance du statut de victime, c'était comme ça qu'était formulée la phrase, est importante? Alors, je pense qu'il n'y a pas une réponse comme ça. Oui, bien sûr, c'est très important. Mais ce qui me paraît important, c'est que effectivement, dans le processus judiciaire, tout l'intérêt, pour moi, enfin pour nous, et je pense pour les autres associations, c'est que c'est vraiment le moment, enfin, en tous les cas, c'est à partir de ce moment-là, la femme sait qu'elle n'est plus toute seule. Enfin, ou alors vraiment, si elle passe dans les mailles, parce que le filet a des mailles de plus en plus resserrées, en tous les cas sur notre territoire. Et du coup, ça c'est très important, parce que du coup, il y a cette prise de conscience que tout compte fait, non, elle n'est pas conne, elle n'est pas idiote, elle n'est pas grosse, elle n'est pas moche, elle n'est pas... Enfin voilà, et elle arrive à s'en sortir, et elle n'est plus seule. Voilà. Ça c'est très important, parce que la solidarité du réseau et du maillage local, avec le conseil départemental, enfin, tous les professionnels, c'est ça, cette prise de conscience-là, à mon avis, elle se joue là, souvent là. Anne-Cécile ? Oui, alors sur les victimes, moi je déteste la critique qui est faite parfois aux féministes, dire qu'on victimise les femmes. En fait, il n'y a aucune honte à être victime, jamais. En fait, effectivement, déjà, on est à la fois... Nous, les femmes, on peut être enfin les femmes et les hommes d'ailleurs qui sont victimes de trucs, on peut être à la fois victime, à la fois acteur ou actrice de sa vie, à la fois, enfin voilà, on peut être plein de choses à la fois, donc on n'est pas que victime. Et puis de toute façon, il n'y a aucun mal à être victime en fait. Le problème, c'est l'agresseur, le problème, c'est le coupable, le problème, c'est pas la victime. Donc en fait, il y a aussi, quand on dit ça, il y a aussi derrière comme une sorte de honte
qu'on continue de véhiculer attaché au mot victime. En fait, il n'y a aucune honte à être victime. Il y a une honte à être un agresseur. Il y a une honte à être un violeur. Il y a une honte à être un mec violent. Mais il n'y a pas de honte à être une victime. Et ça, c'est vraiment important de le dire. Et donc, quand nous, les féministes, on parle de femmes qui sont victimes, c'est qu'en fait, on leur permet aussi de reconnaître que ce qu'elles ont subi, c'est pas normal, c'est pas bien, et que la loi l'interdit, et que c'est pas elles qui sont coupables, quoi. Et voilà. Et le service aide aux victimes vous dit oui, bien sûr. France Victime approuve ce message. Voilà. Delcy, je crois. Non, je pensais au slogan de la honte qui doit changer de camp. Alors c'est vrai on est pratiquement au bout. Je vais poser une dernière question à vous toutes pour arriver à la conclusion. C'est vrai que cette question finalement de l'auteur, on n'a pas eu le temps de la traiter, puisqu'il y a aussi ce qui se passe au niveau alors moi j'appelais ça le bourreau. Françoise m'avait un peu corrigé sur le terme, mais enfin bon, effectivement il y a le suivi, il y a la personne qui est éventuellement condamnée, mais il y a la fin de condamnation qui repose un certain nombre de problèmes, me semble-t-il. Alors je ne sais pas si on peut dire en mots rapides là-dessus. C'est-à-dire que bien sûr il va falloir assurer la protection de la femme qui a été victime quand l'auteur va sortir d'incarcération ou va sortir du dispositif de contrôle. Voilà, là, ça mériterait de développer, mais il y a aussi des choses à améliorer bien sûr. Mais dans ce sens-là, on travaille énormément avec France Victime justement, qui assure aussi ce lien avec les victimes pour les informer de la sortie d'incarcération. On va aller au-delà, puisqu'on va aussi travailler maintenant sur les aménagements de peine, c'est-à-dire même si monsieur ne sort pas définitivement, voilà. Donc on essaie d'aller toujours un peu plus loin, parce qu'il y a encore des champs, beaucoup de champs à investir. Tout à fait. Non, je ne sais pas si... Non, moi, je me disais juste de se dire, quand on parle de violence conjugale, c'est très très important de parler des féminicides et de la lutte contre les féminicides, mais c'est important aussi de voir que les violences conjugales, ça concerne des violences qui sont beaucoup plus ordinaires et qui, elles, ne sont pas repérées forcément comme des violences conjugales. Voilà. Et ça, c'est un message important à faire passer, parce que si on ne se centre que sur la question des féminicides, on va passer à côté d'un bon nombre de situations et de femmes qui vivent ces situations-là. Et on parle encore aujourd'hui de parcours de la combattante pour les femmes qui ont à sortir des violences. Et c'est vrai qu'Anne-Cécile le reprécisait tout à l'heure, le simple fait de regarder les textos de la compagne ouest, c'est déjà une première forme de violence. Alors peut-être pour arriver à la conclusion, il y a énormément de choses, on pourrait rester sans aucun souci une heure de plus là-dessus. Peut-être que la question, voilà, celle du maillage du territoire entre l'urbain, le rural. Est-ce que ce maillage, de votre point de vue, est suffisant, notamment en termes d'hébergement, qu'il s'agisse des hébergements d'urgence ou d'offres de logement? Je sais que c'est les difficultés que beaucoup rencontrent, mais également sur le réseau d'écoute, d'accompagnement social, juridique, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup à progresser là-dessus? Parce qu'après, ça va poser la question des moyens. Alors, j'ai envie de rebondir sur cette question que vous nous posez sur le maillage partenarial, d'autant plus nécessaire en territoire de ruralité et territoire semi-urbain. Parce que il y a, alors je rebondis également sur la culture commune à impulser, à la rencontre et la sensibilisation des professionnels, des citoyens, des citoyennes, des élus, puisque dans les territoires de ruralité, il y a vraiment une difficulté en termes de circulation d'informations, j'y reviens, d'accessibilité à l'information, et ce maillage-là est nécessaire. Il manque beaucoup de relais d'information et de partenaires sensibilisés. Donc, j'avais noté en tous les cas dans la ruralité, et je voulais en faire part, de difficultés majeures pour les femmes. Donc, j'ai nommé la méconnaissance des droits et l'accès aux droits, la difficulté du dépôt de plainte dont on parlait tout à l'heure, la question de l'interconnaissance, c'est-à-dire entamer des démarches, c'est un aspect très difficile pour les victimes en ruralité qui peuvent être vite repérées. On se connaît en ruralité, donc les démarches sont très complexes.
les disparités donc, de l'accès aux aides, services de santé, de justice, j'en parlais tout à l'heure, et également cet aspect qu'on aborde sur la question des stéréotypes et la banalisation des violences pour les femmes en ruralité et semi-ruralité. Et bien évidemment la question problématique de la mobilité, qui est alors on parle des violences en ruralité comme une double violence, du fait à la fois de l'isolement géographique, mais aussi également de l'isolement dû à l'impact des violences faites aux femmes. Alors merci Delcy. Malheureusement, si on veut que Anne-Cécile puisse rentrer, il va falloir qu'on clôture. J'en suis désolé parce que c'est passionnant, on aurait pu détailler plus, mais c'est peut-être le fait de se dire qu'il faudra qu'on refasse un débat. Voilà, ça permettra à Anne-Cécile de revenir avec un jour où il fera soleil, ce qui n'était pas le cas. Je voulais juste, si vous me le permettez, assez rapidement, faire quelques remerciements en premier lieu à notre équipe d'interprètes en langue des signes qui vous voyez sur la fenêtre et qui sont en fait derrière la cabine. Donc merci à elles et merci de bien vouloir les applaudir. Voilà. Il y a ensuite ceux sans qui rien ne se passerait jamais. C'est les techniciens. Alors vous avez Mathieu au son et à la lumière en face de nous. Merci à lui. Vous ne les voyez pas, mais ils sont derrière en fait cet écran. C'est toute l'équipe de Via Occitanie TV qui procède à la retransmission de cette soirée. Et avant de me tourner vers nos invités pour les remercier, je voudrais citer quand même Mourad Bengoun qui est quelque part par là et Hugues Bernard, les deux autres membres du trio des Chemins de la République, et puis surtout une personne que j'aimerais saluer, elle est là-bas, voilà, elle peut même se mettre debout, sans qui il aurait été difficile de faire cette soirée. Je vous remercie de l'applaudir. Il s'agit de Béatrice Patureau, la chef de projet Égalité Femmes-Hommes, et qui a énormément travaillé sur l'organisation de cette soirée. Donc merci à toi, et c'est un vrai plaisir de le faire avec toi. Voilà, il me reste à remercier, saluer, m'excuser encore une fois parce que c'était trop bref, mais peut-être que... on pourra donner une suite, un acte 2, saison 2. Françoise Passuelo, merci beaucoup. Delcy Langan, merci d'avoir présenté déjà 2 associations et puis d'avoir été pour vos compléments. Aurélie Nat, qui a pris sur son emploi du temps chargé, si j'ai bien compris, pour être là. Et voilà, et enfin, un grand merci à Anne-Cécile, qui vient en express sur une journée compliquée, qui prend le temps, et merci pour ses éclairages, et puis merci pour l'échange. Peut-être une conclusion à méditer, si vous me le permettez. Je voudrais citer Simone de Beauvoir, qui disait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. » Voilà. Je vous laisse sur cette méditation. Merci à vous, bonne soirée. Merci. Merci à toi aussi.